Bonjour et bienvenue à RPM, le podcast. Quel plaisir de vous retrouver pour cette premier épisode de la première saison de l'histoire de RPM, le podcast. Mon invité aujourd'hui, c'est nul autre que Pierre Michaud. Pierre Michaud, si vous le connaissez pour l'un des plus grands journalistes du Québec en termes automobiles. Vous le connaissez aussi pour son côté entrepreneurial. Vous le connaissez pour sa couverture de l'univers automobile. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais faire avec Pierre Michaud? C'est essayer de comprendre c'est qui et c'est quoi la passion qui l'a toujours mené à amener l'émission RPM aussi loin, à amener aussi ses connaissances automobiles à se développer. Et je pense qu'on va avoir un épisode qui va être extrêmement intéressant, mais avant de me lancer là-dedans, je voulais surtout remercier notre partenaire Automobile en direct qui nous permet de faire ce podcast-là pour la première fois. Quel plaisir en passant de faire un podcast pour RPM. Là, c'est quand même un beau privilège de l'animer. Mon nom est Samuel Tremblay-Michaud et on va se lancer dans les prochaines secondes. Notre partenaire officiel, c'est Automobile en direct. Et comme Automobile en direct est un site de vente et d'achat de véhicules, on s'est dit qu'on allait fouiner un petit peu sur le site web d'automobileendirect.com pour essayer de trouver des véhicules qui vont répondre à un certain défi. Mais pour répondre à ce défi-là, je vais faire affaire avec Samuel Lessard de l'émission RPM. C'est moi qui réponds. C'est toi qui réponds et on va commencer tout de suite avec un premier défi. D'accord. Le premier défi, c'est que je cherche une voiture compacte. Oui. Mon budget est d'environ 10 000 $. OK. Qu'est-ce que tu me conseilles qui ferait partie de l'inventaire d'Automobile en direct? OK. Fait que là, il faut que je me rende sur le site. Là. Préférablement. OK. Fait que là, je vais mettre un petit critère de prix, 10 000 maximum. Ouais. 10 000, voilà. Type de carrosserie. Fait qu'on élimine les minivans, on élimine les VUS. On veut une voiture. Oui. Puis moi, honnêtement, je trouve que c'est une bonne affaire parce que des VUS, des minivans à 10 000 elle va être plus écrémée là, Oui, puis qu'une voiture. probablement aussi moins bon rapport qualité-prix. Exactement, parce que c'est quand même des véhicules qui, normalement, demandent un prix plus élevé. Oui. Fait que si on a un budget de 10 000, bon, là, écoute bien ça, là. Ah, on a du Chrysler 200. Non, c'est pas mon choix. Honda Civic LX, elle a des... Ouais, mais je pense que les rockers de côté ont l'air bien rouillés. Ouais, là. c'est ça. Attends un peu. Nissan Leaf. Mazda 3, ça peut me parler. Quand même une voiture qui a une bonne réputation de fiabilité. Puis dans ces années-là, ça, c'est une 2014. 2014, on n'avait plus de problème de rouille, là. Tout le monde a quand même... Ça, c'était quand même assez réglé. Là. OK. Fait que Mazda 3 2014, ça peut faire. Chevrolet Spark 2017, c'est quand même pas si mal aussi. Mais on n'est pas tout à fait... Ouais, c'est ça, dans la compacte. Là. On est plus dans le sous-compact. Sous-compact. Ouais. Puis là, regarde ici, ça, c'est intéressant parce qu'on a aussi une Toyota Corolla 2007 de 187 000 km à 5 000 $. Mais là, on a 10 000 $ de budget. On va aller au maximum. On peut, mais en même temps... C'est parce que si on veut maximiser le genre de véhicule qu'on a pour en avoir notre argent, on va y aller à 10 000. On peut mettre 5 000 $ de modification sur notre Corolla aussi. Oui, c'est ça. 5 000 $ de mag. Ah ouais. Bon. OK, Focus, non, merci. Kia Forte, on avait des problèmes de moteur. Focus Accent. manuel, c'était pas si pire. Le problème, c'est l'automatique. C'est vrai. T'as raison, mais c'est quand même des véhicules qui avaient des problèmes de rouille aussi. Oui, c'est vrai. Chez Ford, on a un petit peu de misère avec l'adhésion de la peinture. Bon, Jetta, moi, je veux pas ça non plus. Honda Fit, c'est plutôt petit. Ford Taurus, non, merci. OK, mais je pense que je reviens à mon choix initial. Il y a une petite Honda Accent ici qui m'apparaît bien le fun, mais t'as raison, c'est une sous-compacte. Ouais. Si on veut une compacte, on va aller un petit peu plus gros que ça. Puis regarde, je reviens à ma Mazda 3 2014 GX. Puis ce qu'il y a de bien aussi, c'est une GX. Donc, on paie pas pour de l'équipement là très foisonnant à bord du véhicule. On n'a pas beaucoup d'équipement, mais en même temps, notre 10 000 $ va nous permettre d'avoir une bonne voiture qui va être pas trop usagée, en bon état. Donc voilà, ça serait vraiment mon choix. Moteur Skyactiv 2 litres aussi qu'on oui, la fiabilité est bonne, puis ça n'a pas trop une consommation d'essence élevée. Donc, ça serait mon choix là-dedans. Donc voilà, si jamais vous trouvez une Mazda 3 GX 2014 aux alentours de 10 000 $, c'est un choix qu'on vous conseille. Maintenant, toujours important de bien faire inspecter les véhicules avant l'achat. Ça, c'est automatique, on n'a pas le choix. Ouais. Merci Sam, je te lance un défi très prochainement. Merci. Pierre Michaud, bonjour. Salut Samuel. Très content de t'accueillir officiellement à RPM, le podcast, qui est un peu chez vous. Dans le fond, c'est un peu ton podcast. C'est un plaisir de t'accueillir dans ton univers. Ouais, ça, on peut dire ça. Oui, l'univers de RPM, qui est devenu le tien aussi. Oui, maintenant, j'ai le privilège de pouvoir m'approprier un petit peu cet univers-là. Oui. Écoute, je suis tellement content qu'on prenne du temps pour se parler parce qu'un podcast, ça nous donne du temps. On a le temps de jaser ensemble. Puis, tu sais, on te voit un peu partout. Hein. Tu es sur les médias sociaux, tu es à la télé, on te voit un peu partout, mais rapidement. Toujours par éclair. Tu sais, Pierre Michaud nous apparaît un peu dans notre vie, un peu partout. Et là, j'avais envie qu'on prenne le temps de faire un peu le tour de ta carrière. Tu sais, tu as été directeur, producteur, animateur, journaliste, entrepreneur. Tu as fait beaucoup de choses. C'est quel le chapeau que tu as le plus préféré ou que tu préfères encore aujourd'hui?
Ben, c'est le chapeau d'RPM parce que ça représente, je dirais, le succès de carrière, si on peut dire, mais plutôt un accomplissement personnel aussi, que j'ai eu beaucoup de misère à trouver quand j'étais plus jeune. Puis c'est parti de où? Tu disais que tu avais de la misère à le trouver. Ben, c'est parti de très... Écoute, moi, premièrement, j'ai eu une enfance de rêve. Je suis né dans une grande famille, l'avant-dernier. Donc, évidemment, j'ai été gâté par mes sœurs. Quand c'était pas ma mère, c'était mes sœurs. Quand c'était pas mes sœurs, c'était mon frère. Bref, j'ai eu une belle enfance. Puis, j'ai toujours été un peu protégé. Alors, évidemment, quand c'était le temps de commencer à essayer de voler de mes propres ailes, j'ai trouvé ça quand même assez difficile de trouver ma voie. Alors, c'est là que j'ai commencé à faire plusieurs choses pour expérimenter, essayer de trouver la voie qui m'attendait. Puis ça a été long. Ça a été pénible, ça a été pénible, ça a été long, puis ça a été laborieux. Puis, sérieux, j'ai eu beaucoup de fun. Mais à un moment donné, tu commences à vieillir, la vingtaine, le 25 ans, puis là, tu te poses des questions. Bon, ben finalement, là, il va se passer quoi? Tu me disais, la vingtaine, ça veut dire que c'est-tu à l'université que tu as commencé à avoir... J'y suis pas allé à l'université. Moi, J'ai arrêté ça au cégep. Puis, c'est après avoir effectué en aéronautique. OK. Ouais, à Longueuil. OK. Puis, en fait, à Saint-Hubert, pour être plus précis. Puis, cette approche-là, je l'ai eue en faisant un retour à l'école. OK. Parce que j'ai laissé l'école assez tôt, après le secondaire. Puis, je suis parti sur une galère. Je me suis ramassé en Afrique. Après ça, je suis revenu. Je suis parti sur le pouce. Je suis allé traverser le Canada comme c'est un genre de classique qu'il faut faire. Je suis allé en Vancouver. J'ai travaillé là-bas un bout de temps. Je suis revenu au Québec parce que je m'ennuyais du Québec. Puis, tu sais, là, je me suis lancé dans l'hôtellerie. J'ai été DJ pendant plusieurs années. DJ de mariage, mettons, tu fais Non, DJ. Non, un vrai DJ, là. Je gagnais ma vie avec ça, là. Okay, pas une patente en sideline la fin de semaine. Non, mais j'ai quand même vu tes yeux, là, de démon. Non, un vrai DJ. Un vrai DJ. Okay. Puis, écoute, là, c'était l'hôtellerie. C'est là que j'ai découvert que j'aimais énormément les gens. J'aimais beaucoup être entouré de monde. D'avoir à pas diriger, mais tu sais, sentir qu'à quelque part, je faisais réagir les gens. Bon, avec la musique au début, puis après ça, ben, tranquillement, je me suis posé la question, parce que, tu sais, c'est le fun, t'es DJ, les années passent, t'es jeune, tu t'en rends pas tant compte que ça. Non. Puis à un moment donné, tes chums du secondaire reviennent te voir, puis les autres sont sur le party parce que là, ils viennent de finir l'université, puis là, ils viennent te raconter ça, là, tu te dis « Oh! » Là, les autres ont les... Là, je me suis posé la question. Ben là, les autres, c'est les maisons, les autos, les... les autres, ben non, mais c'est qu'ils me disaient à moi qu'ils avaient fini leur université, puis là, j'étais comme, hey, moi aussi, j'aurais pu faire ça. Puis là, j'ai commencé à me dire, écoute, là, le party, ça serait peut-être le temps que tu arrêtes ça, là. T'as fait ça par toi-même? Oui. C'est toi-même là, qui a eu le déclic de le faire, parce que, tu sais, moi, je connais bien du monde qui l'ont jamais, le déclic, là, si personne ne leur dit. Non, moi, je me suis toujours un peu... poussé par moi-même parce que pour tout un paquet de raisons, il a fallu que je fasse ça. Fait que ça a commencé là. Puis, là, à un moment donné, ben moi, j'aimais les avions. J'ai toujours rêvé d'être un pilote de chasse pour les Forces armées canadiennes. C'était un rêve pour moi. J'aimais la mécanique parce que mon père était mécanicien de machinerie lourde. Il m'a montré à taponner d'un moteur. J'avais 8 ans. Ouais. Tu sais, donc, j'ai tout cet univers-là dans ma tête. Puis j'essaie de rassembler les morceaux, de dire qu'est-ce que je vais faire avec ça. Je suis allé étudier en aéronautique. Je suis à Montréal, j'ai travaillé pour Pratt & Whitney, j'ai lâché ça parce que je m'ennuyais. T'as bougé beaucoup, là. Écoute, j'ai eu beaucoup de misère à trouver qu'est-ce qui allait m'allumer, tu sais. Puis dans le fond, le cheminement, après, s'est fait tout seul, tu sais. C'est que j'avais un ami qui était à Québec, son père avait une concession d'automobile, fait que là, ben, je suis revenu à Québec. J'ai lâché Pratt & Whitney à leur grand désarroi, puis moi, j'étais un peu déchiré, mais il y avait quelque chose qui me disait que c'était pas ça, là. C'était pas ça, tu sais. J'étais capable de le faire, mais c'était pas ça ma vraie motivation. Il y avait une petite voix qui disait... Il manquait quelque chose. C'était pas l'épice pour toi, là. Non, t'étais pas bonne place. Ça allumait. Puis moi, j'étais un gars intense. Si ça m'allume pas, oublie ça.
sais. On arrête ça là. On arrête ça là. Ça fait que là, je me ramasse à Québec, puis là, ben, son père, il me dit, écoute, Pierre, là, au lieu de te pogner le beigne, là, tu sais, viens vendre des chars pour nous autres, puis quand tu auras décidé de qu'est-ce que tu veux vraiment faire, ben, tu prendras ta décision. Ben, on le salue, ce monsieur-là, parce que c'est clairement lui qui t'a donné ta première porte dans l'automobile, dans le fond. Oui, exactement. Monsieur Beaulieu, qui avait à ce moment-là une concession Toyota à Charlesbourg, puis la famille Beaulieu aussi, pour laquelle j'ai travaillé pendant quasiment 5 ans. 4 ans, un peu plus de 4 ans. Là, t'es rendu où? Là, début trentaine à peu près? Est-ce que là, non, un peu plus jeune que ça. Parce que t'as bougé beaucoup quand même. Fait que début vingtaine, ça a vraiment brassé. Oui. Okay, puis là, fait que là, on est rendu vers la fin vingtaine, puis là, tu te ramasses dans un concessionnaire automobile Toyota à Charlesbourg. Puis là, la piqûre te pogne, parce que là, tu sais, je fais un peu la piqûre me pogne. Pas des chars. Oui, parce que, tu sais, je regarde ton père, c'était mécanicien de véhicules lourds. Toi, t'aimais les avions. Tu sais, il n'y a pas vraiment personne chez vous. Tu sais, t'avais pas Gilles Villeneuve là, comme père, là, qui était. C'est comme moi un peu, moi aussi, mon père est zéro auto, mais j'ai comme toujours aimé les autos. Fait que je comprends pas pourquoi, là, mais toi, c'est un peu ça aussi, dans le fond. Ben, c'est-à-dire que moi, c'était l'époque, en plus, de Villeneuve et compagnie, là, Spénard et Bienvenue et, tu sais, Duval et compagnie. Là, c'était les Kings, là, au Québec. Puis, moi, j'étais même pas... j'étais pas fasciné par ça du tout, là. Ça m'allumait même pas. Moi, ce que j'aimais, c'est de rencontrer du monde, puis gagner leur confiance, leur vendre une auto. Puis après ça, c'était au père, après ça, c'était à la fille ou au fils. Tu devais être un méchant bon vendeur. Ben, j'aimais ça. T'as dû en vendre des chars. J'en ai vendu. Ça, j'imagine. J'en ai vendu beaucoup. Puis, j'ai jamais été le king des kings de vendeurs. J'étais toujours dans les tops, mais pas le king, mais j'ai toujours été le king de la satisfaction. OK. Puis ça, pour moi, c'était bien plus important. Fait que t'avais pas le chiffre de vente, mais t'avais la qualité de vente. J'avais le chiffre de vente, mais pas le top. OK. C'était tout le temps 2, 3, des fois 1, mais pas longtemps. Parce que je donnais du temps à mon monde. Bon. Fait que j'ai fait ça pendant plusieurs années. À un moment donné, j'ai commencé à sentir que là, j'étais comme saturé dans ma progression. Je sentais que j'étais capable de faire plus. T'avais atteint un plateau, là. J'avais atteint un plateau. Mais j'aimais toujours ça, le monde. Fait que là, je me suis dit, bon, comment m'en faire? Fait que là, j'ai décidé d'être directeur. Je commençais à diriger. Toi, t'as décidé de même, t'es allé cogner à la porte, t'as dit, moi, je veux être directeur. Oui. Ah, j'aime ça. Puis finalement, à un moment donné, là, j'ai quitté Toyota. Je me suis ramassé dans 2-3 concessions rapidement pour toutes sortes de raisons que je vais laisser tomber parce que c'est pas vraiment important. Jusqu'à ce qu'il y ait un Sainte-Foy Toyota, le propriétaire à l'époque, M. Morisset, m'appelle et me dit, bon, ben, si ça te tente de venir comme directeur général ici, on t'attend. Fait que je suis allé, j'ai fait 1 an, ça n'a pas toffé parce que ça marchait pas, mon affaire. Fait que là... T'étais jeune encore, là, fait que t'es trentaine, là. Ouais, c'est une jeune trentaine. Directeur général à 30 ans, quand même, mais... Ouais, c'était pas pire. Quand même, là. Mais là... J'essaie de te valoriser un peu. Je regarde dans les journaux. Non, mais c'est pas une question de me dévaloriser. J'essaie juste d'expliquer à tout le monde que faut pas avoir peur d'avoir des échecs dans la vie parce que les échecs nous apprennent des choses sur nous-mêmes. Bravo. Tu comprends? J'adore ça. Puis moi, j'apprenais là-dedans. C'est sûr que le monde en autour de moi, il dit « Attends, vas-tu se placer un moment donné? Va-tu faire quelque chose de sa vie? » Y compris mon père. J'imagine, hein? Mais j'étais pas loin, là. J'étais rendu pas loin. Là, je vois dans les journaux, à l'époque, il y avait des journaux. Oui. Oui. Ça, tu sais, c'est bon. Puis, il y avait une annonce Collège des annonceurs en radio-télévision. Un cours de soir puis de fin de semaine pour ceux qui travaillent. Le jour où... Moi, je m'inscris à ça. Je dis, hey, ça me tente. Ouais. Puis, tu sais, dans le temps, moi, là, Jacques Duval, puis Jacques Bienvenu, puis Jacques Rainville... C'est pas pour ternir leur image, mais je veux dire, juste pour dire que j'étais loin d'être d'accord sur ce qu'ils disaient. Bon. Fait que là, ça me frustrait. Non, mais écoute, encore un peu aujourd'hui, je pense. Je pense que oui. Fait que là, je fais mon cours vite. Télémag arrive, dans le temps, c'était téléfonctionnaire. Écoute, c'était la télé des fonctionnaires, là. Quand même, hein? C'était grand comme ici, là.
Puis ça, c'était le télé à eux autres. Là, ça n'était pas du tout diffusé. Puis là, elle vient me voir, Marjolaine Gagné à l'époque, elle vient me voir, elle me dit, Pierre, elle dit, il paraît que tu connais ça, les chars, viens-tu faire une petite chronique? Viens faire une petite chronique. Mais moi, j'étais encore directeur, là, chez Sainte-Foy. Fait que là, à un moment donné, ça a grossi. J'étais allé faire une petite chronique, 5 minutes, 10 minutes, ça pognait, tu sais, ça a monté. Puis là, à un moment donné, le monde débarquait à chez Sainte-Foy, puis il me venait me demander des conseils entre un GM et un Ford. Je suis pas sûr que le propriétaire devait être content. Ben, il n'y avait pas ça pantoute. Puis je le comprends, tu sais. Ben oui. Puis là, moi, écoute, puis à l'époque, il y avait une grosse tension là, dans les ventes. Mais de toute façon, il y a tout le temps des tensions dans les ventes. Puis il y avait là des attentes que moi, je pouvais pas combler. Puis là, ben, Télémag m'ont offert, ils ont dit, tu aimerais-tu ça faire une émission d'une demi-heure? Bien naïvement, moi, j'ai tout laissé tomber. J'y vais. Puis je me suis garoché à Télémag 24. Ben, en fait, c'est devenu Télémag 24 à l'époque. Et puis, maintenant, c'est Télémag. Puis c'est là que ça a parti. Puis c'est là que ça a commencé. Mais c'est là, toujours c'est gardé... là que j'ai commencé à souffrir. Ben, c'est ça, parce que, vois-tu, j'ai vraiment envie de te poser une question qui me brûle les lèvres, OK? Parce que, tu sais, faire le saut vers une carrière qu'on sait pas trop encore si c'est ce qu'on veut, mais on a un feeling, puis, tu sais, c'est la passion qui t'animait, là, au bout de la ligne, là. Mais t'étais-tu payé? Il payait-tu chez Téléfonctionnaire? Parce que là, si tu pars d'une job de directeur général pour aller gagner un salaire de fin de semaine, c'est quand même un gros risque que t'as pris, là. Écoute, on parlera même pas d'argent parce qu'au début, il n'y avait rien. C'est du bénévolat. C'était mon là. épargne, c'était ouais. mon argent. À un moment donné, je me suis ramassé, j'ai vendu ma maison, j'ai tout vendu quasiment pour être capable de tenir le coup. Mais vois-tu, je trouve ça important. Tu sais, tu t'en parleras pas d'argent, mais je trouve ça important. Tu as pris un risque. Tu sais, t'es allé fort dans ce que tu voulais faire. C'est ça que je voulais faire. Puis je trouve ça admirable, honnêtement. Quand j'ai découvert les communications, là, je suis tombé passionné de ça. Ça rassemblait toutes mes connaissances, Parler au toute monde. mon expérience de vie, puis je pouvais transmettre ça au monde. Fait que ça, là, pour moi, là, c'était extraordinaire. Fait que c'est ça qui m'a emballé. Puis là, je me suis dit, c'est ça que je fais dans la vie. Fait que là, à partir de là, j'ai vraiment eu beaucoup de misère, mais j'ai jamais lâché. Puis avec le temps, j'ai progressé. Puis à un moment donné, finalement, même à Télémag, j'ai réussi à gagner assez bien ma vie jusqu'à la fin. Et quand, à la fin, j'ai eu l'opportunité de m'en aller sur le grand réseau, ben là, évidemment, je l'ai faite. Puis l'émission, comment elle s'est construite, tu sais, au début avec Téléfonctionnaire, l'arrivée de Télémag là-dedans, ton émission, est-ce que tu l'avais fait évoluer ou tu l'as toujours... Oui, c'est devenu 1 heure de télé, après ça 2 heures, après ça, je pouvais faire des 4 heures dans la semaine. Puis c'était quoi, c'était quoi, mettons, c'était des lignes ouvertes ou c'était... Ben, des fois, je faisais 1 heure de ligne ouverte. Je faisais ça, 1 heure de ligne ouverte. T'as dû pogner des bonnes je faisais questions. des essais, je faisais des reportages, j'allais à Détroit au Salon de l'Auto. Dans le temps, c'était du cinéma d'Hollywood, là. C'était pas des salons d'auto qu'on a aujourd'hui, là, qu'il n'y a plus rien, là, tu sais. C'était vraiment extraordinaire. T'avais une équipe avec toi qui te tournait. J'avais une équipe avec moi. ouais. Puis Télémag m'a beaucoup appuyé, ils m'ont aidé, ils m'ont supporté, ils m'ont vraiment donné un élan. Tu sais, c'est grâce à eux autres que j'ai pu me rendre au réseau par la suite. C'est eux autres qui m'ont permis de monter. Juste avant qu'on tombe sur le grand réseau, les lignes ouvertes, là, t'as dû avoir des bonnes questions de temps en temps. C'est comment tu gérais ça, tu sais, du monde qui appelle pour dire des niaiseries? T'as dû en pogner un peu ou? Ben, je le disais d'appeler ailleurs. Puis tu raccrochais ça en ligne directement? Ça m'est arrivé souvent de raccrocher. Ça m'est arrivé de littéralement engueuler du monde à cause de leurs questions stupides ou tu sais, écoute... À ce moment-là, j'étais tout seul à avoir cette approche-là, ce style-là, qui était à la mode un peu aussi. Hein. On se rappellera qu'à l'époque, c'était André Arthur qui était à la radio, puis tout le kit, Gilet et compagnie. Jean-Luc Mongrain. Jean-Luc Mongrain. C'était du... On s'exprimait, tu sais, on expliquait, mais les gens qui voulaient pas comprendre, à un moment donné, on leur disait, garde là, ça va faire. Tandis qu'aujourd'hui... Bon, alors... C'est ça, mais la différence, mettons, avec aujourd'hui, parce que je trouve ça super intéressant, là, parce que des fois, on dit justement, on est plus censuré, on a de la misère à dire les vraies affaires. Tu sens-tu qu'aujourd'hui, tu es encore capable de le faire? Ou, oui. Ou tu sens que tu as perdu une part de ça? Ou... Non, je suis capable de le faire, mais pas dans le même langage. C'est-à-dire que je dois avoir plus de retenue dans la manière que je le fais. Je suis moins moi-même, mais j'ai réussi encore à...
Bon, écoute, je pense qu'il faut vivre avec son époque. Il faut évoluer avec les gens avec qui on vit. Puis moi, quand tu dures dans le temps, là, c'est un des défis. Ben oui. C'est de continuer à évoluer, d'accepter les changements autour de nous et puis d'essayer de les apprivoiser puis de les faire siens. C'est ce que j'ai tenté de faire. Puis je pense que, tu sais, je réussis en général à le faire. Aujourd'hui, les gens trouvent, comme à l'époque, trouvent que j'ai autant de caractère qu'avant, que je suis aussi déterminé à dire les vraies choses comme avant. Donc, même si je les dis pas de la même manière, je réussis encore à le faire. Ben, clairement, quelque part, parce que tu as animé RPM pendant 25 ans. L'émission RPM, ça a commencé en 80... 25 ans, puis 10 ans de Télémag, ça fait 35 ans de télé. Total. Ouais. Puis RPM, si je calcule 99... Oui, que ça a commencé. Exactement, RPM, oui, exactement, parce que j'ai commencé, j'ai quitté l'automobile pour Télémag, dans le temps, c'était Télémag. Ouais. C'était Télé Plus 24, excuse-moi, j'ai sauté un étape parce qu'il y a eu plus... Télé Plus 24 à l'époque, en 89. Fait que ça te donne une idée à quel point... Ça l'a bougé beaucoup là, dans ce bout-là. Là. Ouais. 99, t'ouvres... c'est-tu ça qui produisait? C'est-tu ça qui a Non, lancé RPM? c'est un producteur de Québec qui est venu me chercher, qui m'a dit, garde, on aurait une opportunité de faire de la télé à TQS, ça te tenterait-tu? Hey, j'ai dit oui. Pourquoi pas? Pourtant, j'étais extrêmement bien à Télémag. Là, j'étais vraiment rendu à un bon niveau. Le monde te suivait. T'avais des D'ailleurs, gens qui Virage existe encore. Oui, oui. Donc, c'est la même formule que j'avais faite à l'époque, ou presque. Donc, Télémag existe encore, et puis Virage continue. Puis je trouve ça le fun de voir Daniel Boudreau avec sa gang continuer à animer cette émission-là que j'ai créée. Donc, tu sais, ça, c'est le fun. Mais oui, le grand réseau, quand c'est arrivé, écoute bien. Ça s'appelait-tu RPM en commençant? Non. Comment ça s'appelait? Ça s'appelait Pare-choc. Pare-choc. Ouais. Okay. J'ai vécu une autre drop, là. À quel moment? Moi, je m'en allais dans la Grande Ligue et je pensais que je venais de signer un contrat de la Ligue nationale. Pas pantoute, là. Non. Hey, écoute, c'est comme si j'étais retourné dans le fond de la cave. T'avais comme recommencé encore. Ah, j'ai recommencé. Écoute, ils m'ont mis dans un studio comme ça, là, avec 2 posters en arrière de moi de char. Là, c'était des devants de char. Les pare-chocs étaient tellement gros qu'on a dit, on va appeler ça pare-choc. Pare-choc. Puis là, ben, j'ai fait de la ligne ouverte. T'as juste fait ça, là? C'est juste ça que j'ai fait. OK. Puis là, ben, c'est comme ça que j'ai commencé avec le grand réseau. Okay. Fait que, tu sais, des pas de recul, là, c'est toujours dans notre tête qu'on les vit, tu sais. Parce que, pour moi, quand je l'ai faite, pour moi, c'était une ascension. Puis même si j'étais dans un contexte que j'avais déjà fait 7-8 ans avant à Télémag, le fait que j'étais sur un réseau, ça m'a donné la motivation pour ne pas me laisser influencer par l'environnement. Je me suis dit, c'est moi qui va faire la différence, puis c'est pas les décors. Puis c'est comme ça que j'ai réussi à rester en onde, puis que j'ai fait 25 ans. C'est quand que ça a commencé à te dire, OK, là, les lignes ouvertes, maintenant, c'est correct. Là. On va commencer à amener une émission un peu plus cossue. On va monter des reportages plus élevés. Ben, c'est TQS avec mon producteur de l'époque. Les codes d'écoute suivaient, dans le fond. Oui. C'est ça. C'est Vélocité qui produisait l'émission à ce moment-là. Puis, ils ont travaillé avec moi aussi. Tu sais, moi, j'étais chanceux. J'ai eu beaucoup de monde toute ma vie qui m'a aidé à monter. Ouais. Il y a eu... Malheureusement, quand tu as des priorités dans ta carrière, tu es obligé de les quitter à certaines étapes. Puis il y a des gens qui le prennent mieux que d'autres. T'sais. Fait que moi, j'ai fait mal à bien du monde quand j'ai quitté pour essayer de continuer à progresser dans ma carrière, mais c'était jamais pour leur faire du mal. Ça leur a fait du mal parce qu'eux autres étaient tellement déterminés à continuer que quand j'ai coupé ces ponts-là, c'était difficile pour eux. Tu parles de la coupure entre Télémag la coupure entre Télémag pour aller sur le réseau. Ouais. Quand j'ai quitté la maison de production qui est venue me chercher pour devenir mon propre producteur. Puis il y a des histoires de même que je pourrais te raconter parce que j'en ai trop. Ça prendrait 4 heures, puis ça serait pas assez. J'ai tellement vécu des affaires dans ce milieu-là qu'à un moment donné, c'est ça, a fallu que je fasse des choix. Puis, c'était toujours en fonction de la progression de la carrière. J'avais pas, moi, personne pour me piloter.
c'est moi qui me pilotais moi-même. C'est-tu difficile sur le mental, tu sais, de savoir des fois qu'il y a des gens qui derrière sont... Oui, c'est dur. Tu sais, des gens qui sont comme déçus que justement, que tu s'en aides. T'as-tu trouvé ça dur par bout? Moi, oui. J'ai trouvé ça très dur. J'ai perdu du monde. Des gens pour qui j'avais beaucoup d'affection. Je les ai perdus en cours de route. Ils m'en veulent encore, je le sais. Ah ouais? Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de misère à tourner la page, tu sais. Je respecte ça. Pas beaucoup de contrôle là-dessus. J'ai pas de contrôle. J'ai essayé d'en avoir, mais à un moment donné, ça donne rien de forcer les choses. Tu sais. Donc, je me suis dit, c'est la route, nos routes se séparent, puis c'est comme ça, puis on continue. Moi, je continue. La route s'est séparée après l'agence de la boîte de production qui ont fait par Choc. Tu as ouvert toi-même. C'est parce tu es devenu producteur, dans le fond. C'est-tu là que c'est devenu RPM? Exactement. C'est à ce moment-là que c'est devenu ça. C'est devenu Rouler avec Pierre Michaud. Puis ça, c'est un nom-là, avant qu'on aille plus loin. C'est qui a pensé à ça? C'est Jean Fontaine. Hey, bravo! Hey, RPM. Hey, Jean Fontaine, là. Puis je suis sûr que... Mais je veux juste le répéter parce que je suis pas sûr que tout le monde comprenne ça, parce que c'est pas tout le monde qui sait. RPM, c'est pour Rouler avec Pierre Michaud. Oui, c'est ça. Hey, y a-tu un meilleur nom d'émission québécoise de voiture Quand je te dis que j'étais destiné à... Non, mais écoute, j'y crois rendu là. Ça n'a pas de bon sens. Moi, quand j'ai appris que c'était Rouler avec Pierre Michaud, là, littéralement, la bouche me cassait. J'y croyais pas une seconde. Là. Mais c'était ça. Incroyable. Jean Fontaine, c'était tout un mono. Là. C'est tout un réalisateur de Québec qui était beaucoup spécialisé dans les documentaires, surtout. Mais Geneviève, ma conjointe, connaissait bien Jean Fontaine. Puis quand c'était le temps elle a dit, là, tu t'es parti en production, mais ça va te prendre un réalisateur. Je dis, je ne connais pas. Moi. Elle dit, moi, j'en connais un. Quand j'ai vu arriver ce phénomène-là, Jean Fontaine, qui est un gars, un maudit, un bon Jack, là, ouais. Mais côté un peu artistique, etc. Flyé, là, écrivain, oui, c'est correct. La couette colorée, qui descend jusque dans le milieu de l'estomac. Là, tu sais. Puis là, il est assis en avant de moi, puis il se flatte la couette pendant qu'il me parle, alors que moi, j'ai les cheveux longs de même sur le crâne, puis c'est plus style discipliné, alors que lui, c'est plus le style artiste. Ouais. Il y a eu comme une confrontation entre nous deux, là, de valeurs. Un choc des cultures. Là, un choc des cultures, littéralement. Ouais. Puis ça, je sais pas trop, ça a comme collé. Ça a comme marché. C'est comme si les contraires s'attiraient. Tu sais, puis on s'est comme entendu. Puis là, il a dit, faut qu'on trouve un nom. Fait que là, ça y a pas pris 5 minutes. Il m'a dit, RPM, Rouler avec Pierre Michaud. Hey, c'est incroyable. C'est incroyable, ça. Ouais. Ça se peut-tu? Non, ça se peut pas. Geneviève a dit, ça se peut pas. Elle a dit, c'est ça qu'on fait. Ben, j'espère. On a gardé ce nom-là. Puis ça, c'est arrivé en quelle année? Ça fait 26 ans. Mais RPM, là, tu sais, mettons, nommer ça RPM. Ça fait 20 ans. 20 ans, OK. Fait que c'est en 2004 que tu as fait toi-même, tu t'es dit, OK, 4-5. OK, là, tu te lances en production. Ouais. Puis là, tu ouvres ta boîte de prod. Là, j'ouvre ma boîte de prod. Oh boy, là, encore une autre affaire. La boîte de prod, là, l'histoire de ça, c'est que quand j'étais produit par quelqu'un d'autre, au bout de la ligne, j'étais rendu que je faisais tout. J'étais l'homme orchestre. J'aidais pour faire les ventes, j'aidais au contenu, j'allais faire les reportages, je tournais mes émissions. Ouais. Je travaillais 7 jours sur 7 comme un malade. Puis, à la fin, là, je pouvais pas décider de tout. Puis toi, t'aimes ça décider, dans le fond, là? Ben, oui. Oui, c'est correct. Non, assume-le, c'est correct, mais oui. Oui, je l'assume, ça. Oui. Puis, à un moment donné, j'avais des idées, j'avais une vision, puis c'était pas compris. Tu sais, pour toutes sortes de raisons, pas parce que les gens, c'est pas évident non plus de comprendre des fois. Là, non, puis le train allait pas vers où tu voulais aller. Là, non, du tout. Là, moi, je voulais prendre une direction, c'est pas vers là qu'on va. Non, ouais. Puis, tu sais, je voulais un nouveau partenaire. Puis, sentais-tu aussi que ta notoriété était quand même assez grande pour avoir l'audace de dire, là, moi, je pense que j'ai le bon train, suivez ma track, mettons? Oui, j'avais... Là, avec quelques années derrière la cravate d'animation, Télémag et compagnie, j'imagine que le monde te suivait. Là. Oui, j'avais le vent dans les voiles, puis le réseau aimait bien ce que je faisais, puis à un moment donné, quand ils ont appris que j'étais rendu productif, je laissais, puis c'était ça où j'arrêtais ma carrière. T'aurais fait de quoi?
Je sais pas, mais j'aurais fait d'autres choses. OK. Mais T'étais rendu là. T'étais oui. prêt à gambler ça, là, J'ai pas comme au gamblé, poker. j'ai là. pas gamblé. J'ai dit, c'est ça, ou je m'en vais, puis arrangez-vous. Fait que là, le réseau a dit, Pierre, on pourrait-tu coproduire, mettons, une année avec toi pour, tu sais, juste pour faire la transition, mettons. Voir là. comment ça va. À Ouais. l'époque, tu ne deviens pas producteur de même, là, comme aujourd'hui. Là, tout le monde, aujourd'hui, s'inscrive. Je suis producteur, mais c'est plus ça. Là. À l'époque, c'était pas ça. Là. Puis toi, mettons, t'avais pas non plus beaucoup d'expérience nécessairement en N'avais termes de pas. production. N'avais pas. T'étais journaliste, animateur, mais t'étais pas producteur non Pas plus. du tout. Fait qu'il fallait que tu te partes à quelque part aussi. Exactement. Fait que la transition, c'est une bonne chose. Exactement. C'était une bonne chose, mais pas plus qu'un an, parce qu'ils m'ont fait vivre des affaires, mon homme. Une co-animatrice, 2 co-animatrices. Là, il y avait tellement peur que ça pogne pas, qu'ils m'ont entouré de paquets de monde que c'était pas nécessaire. Mais je l'ai vécu pendant un an, puis encore une fois, j'ai refait ma crise. J'ai dit là, plus de co-animatrice, ou ben non, j'arrête. Encore une fois. Puis mes commanditaires, ce qui faisait ma force, c'est que mes collaborateurs, dont Canadian Tower, qui m'a mis sur la map, Ils sont là depuis longtemps, Canadian Tower. Là. ils sont là depuis ouais. que je suis producteur. Ils sont là depuis longtemps. Fait que, tu sais, eux autres, ils ont dit, si Pierre décide qu'il arrête, nous autres, on arrête. On ne suit pas personne d'autre, on arrête. Puis là, le réseau ne voulait pas ça. Fait que là, c'est un autre élément qui m'a permis de dire, là, c'est ça que je veux être producteur, je veux être tout seul à l'antenne, puis, tu sais, je fais mes affaires. Puis ça a décollé comme ça, puis là, après ça, ça a continué à progresser. Bien évidemment, les gens savent tout ce qu'on a vécu durant les 20 années de tournage. Et beaucoup de controverses aussi. Ben, c'est ça, l'émission a évolué tranquillement. Tu as commencé à trouver ta formule aussi. La piste, d'amener les voitures sur la piste, ça, c'était quand même quelque chose d'assez particulier et unique au Québec. Ouais, parce que, en fait, ce que j'essayais, c'est de trouver un espèce de standard, un standard pour que, à chaque semaine, on évalue une voiture dans un contexte précis pour être juste envers à la fois les téléspectateurs pour qui je faisais ça. Puis tu le faisais pourquoi? Tu voulais que les gens aient des conseils. Tu voulais aider le monde. Oui, moi, écoute, dans le temps, là, les gars, ils disaient, hey, un bon petit cavalier, madame, là, ça va bien aller, tout ça, un bon petit Chevrolet Cavalier, moi, un Ford Tempo, là, ça va bien aller. C'était des poubelles, tu comprends? Des poubelles. On les salue, les cavaliers et les tempos. C'est ça. Une chance, ils sont tous morts. Ils sont tous d'un coup à se cramer. Ouais. Puis, tu sais, j'en passe. Puis, tu sais, la guerre permanente avec les constructeurs, là, amour-haine, la relation amour-haine, ça a été toute ma vie, là, tu sais. Toute ma vie, ça a été ça, puis ça l'est encore aujourd'hui. Puis, ça va toujours rester. Parce que quand c'est bon, on le dit. Puis là, il n'y a personne des constructeurs qui nous applaudit puis qui dit « Ah, merci beaucoup, là. Hein? » Non. Mais quand c'est pas bon, on le dit, puis là, il s'ajappe en arrière. Hein? Mais, tu sais, c'est comme ça. La vie est faite de même. Puis au début, quand tu as commencé avec ça, justement, l'amour-haine, là, tu dis on donne les bons coups, on donne les mauvais coups. Là, quand tu as commencé ton émission en tant que producteur... C'est ça qui a fait que ça a pogné. Ben, ça, j'imagine, mais t'avais-tu une crainte aussi qu'à un moment donné, on tire la plug? On dit, regarde, là, Pierre, les chars, on t'en passera plus. J'ai jamais eu de crainte. T'en auras plus de chars. Non, moi, non. Si tu vis dans la crainte, là, t'es pas capable de rien faire. Tu sais, faut pas que t'aies peur. Tu sais, je veux dire, je te prends ton exemple, tu sais. Quand on t'a appelé, on dit, hey, tu plonges-tu, tu t'en viens-tu avec nous autres? C'est quand même... C'est excitant, mais c'est quand même un défi à relever. Hein? 100%, je suis encore dedans. T'as ta femme, puis t'as ton enfant, oui. puis tu sais, je veux dire, t'as une vie, puis tu remets des choses en question, puis tu prends le défi, mais... Bon, c'est comme ça qu'on avance dans la vie. C'est comme ça qu'on avance. Il ne faut pas se laisser dominer par nos peurs, nos craintes de... Toi, tu t'es dit, oui, le but de l'émission, c'est de bien servir le monde. Fait que toi, tu servais le monde. Tu te disais, même si au pire, les constructeurs ne passent plus de char, mais le monde va m'écouter. Fait que les codes d'écoute vont être là parce que je vais dire les vraies affaires. Ils m'écouteront ou je perdrai mon show. Pas grave. C'est tout. Tu comprends? C'est que moi, j'aurais été honnête envers moi-même et envers mon public. Parce que moi... Envers qui j'étais redevable? Envers mon public. C'était juste ça. Puis, je pense que tous ceux et celles qui sont en communication, c'est ce qu'ils tentent de faire. Ils réussissent pas toujours parce qu'ils n'ont pas les outils pour le faire, mais c'est la volonté qu'on a quand on fait du média, c'est d'amener les gens dans un univers, de leur faire découvrir des choses en même temps qu'on les découvre nous-mêmes, puis de partager avec eux des moments, des expériences de communication uniques. Puis ça, moi, j'ai été chanceux. Écoute,
oui, je me suis battu, mais j'ai été chanceux pareil. Tu sais, j'ai quand même réussi à passer à travers toutes sortes d'étapes, dont des poursuites des constructeurs, des poursuites des concessionnaires d'automobiles, des menaces par ici puis par là. Mais ça a bien brassé. Hein? Mais comment ça que ça a brassé de même? Parce que quand tu dis au monde, là, t'achètes un Ford, t'achètes pas un GM, ou t'achètes pas des garanties prolongées parce que tu te fais fourrer quand tu fais ça, ou t'achètes pas des anti-rouilles à 400$ alors que la cacane, elle vaut 25$, puis que si t'as des problèmes, celui qui te l'a vendu va te dire, c'est pas moi qui ai fait ça, faut que t'ailles voir la compagnie ailleurs, puis là, tu cours pour essayer de... C'est des affaires qui se font dans l'automobile que j'ai toujours décriées toute ma carrière durant. Alors, ça, ben, l'industrie a détesté ça et continue à détester ça. Mais n'empêche que le temps finit par nous donner toujours raison. Quand tu dis la vérité, la seule loi là-dedans, c'est la vérité. Si tu dis la vérité, si c'est fondé, t'auras beau te faire menacer par n'importe qui, ça va juste rester des menaces. Ça ira jamais plus loin. C'est juste ça. Faut pas avoir peur. Tu sais, moi, quand je suis allé à la radio, puis que je disais aux gens, achetez pas ça, achetez ça, achetez pas ça. Puis à un moment donné, on a reçu des poursuites par la tête. La radio m'a laissé tomber, puis je me suis ramassé tout seul à me défendre contre tous les concessionnaires de la province de Québec. Ben, je l'ai fait pendant 4 ans. Pour le principe de la liberté, puis je me suis battu contre une poursuite bâillon pendant 4 ans. 4 ans? Oui, 4 ans. 4 ans de ma vie. Puis personne n'a été au courant de ça parce que je n'avais pas le droit d'en parler publiquement. Alors, tu sais, c'est des expériences de vie qui te forgent. Puis qui font qu'à un moment donné, c'est très difficile à gérer avec le temps quand tu transmets tes connaissances, tes valeurs, comme moi je l'ai fait avec Luc Olivier, Samuel Lessard, puis toi maintenant, puis Sylvain Raymond et l'équipe de RPM maintenant. Il y a des moments qui sont difficiles, qu'il faut que tu acceptes de relâcher. Tu peux pas demander aux autres de vivre ce que toi, tu as vécu. Mais ça te marque. T'sais. Ça te marque, puis ça trace aussi les valeurs de l'émission. J'ai envie, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué beaucoup aussi, la force de RPM du côté recherche. On s'informe, oui. On a un côté qui est très minutieux dans la critique qu'on va faire. Puis tu le disais il y a quelques minutes, à quel point si tu dis quelque chose qui est vrai, mais il n'y a pas grand monde qui peut te retourner contre toi parce que tu as fait tes recherches puis tu amènes de l'information qui est valide. T'sais. C'est ça notre job. Mais après avoir fait ça, après avoir travaillé fort dans le même, puis après te faire poursuivre pendant 4 ans de temps avec un baillon, là, c'est quoi qui t'a fait continuer? Il me semble qu'il y a bien du monde qui a j'ai gagné. Ça, j'imagine, c'est une bonne tape dans le dos, là. J'ai gagné, c'est une maudite tape dans le dos. Ouais, oui. Puis, mais tu t'es pas dit à m'amener, c'est assez. Là, c'est assez. Là, m'amener, là. Non. Ah non, ça, non. J'ai toujours aimé ce que j'ai fait. J'étais passionné. J'avais choisi ça comme carrière. Je me suis dit, hey, vous serez bien toute la gang de plein contre moi. Si je vous ai dit la vérité, c'est pas vrai que vous allez arrêter ma carrière pour ça, ma gang de jaloux. Puis c'est exactement ce que j'ai fait. Puis honnêtement, c'est ça qu'il faut qu'il te guide, là, tu sais. Si t'as pas de passion dans ce que tu fais, si tu y crois pas vraiment, t'es pas à ta place. C'est tout. Ça drive-tu encore l'émission? Aujourd'hui, là, je parle en 2024. Là, ça, oui. Là, c'est parce que je trouve ça tellement fort. Tu sais, si t'es pas à ta place, si tu crois pas à ce que tu fais, toi, tu penses-tu que ça drive encore le centre de l'émission? Ben, écoute, parle à Samuel Lessard, parle à Luc-Olivier Chamberlain, puis pose-leur la question. Tu vas voir qu'ils viennent les yeux brillants dans l'eau, puis ils sont mordus, là, tu sais. Eux autres, là, ils ont exactement la même détermination. Je te dirais la motivation n'est pas nécessairement la même, mais d'assumer la relève, ça représente quand même un méchant défi. Puis ça a pris 6 ans avant que je lâche le volant. Là. Ah oui. C'est cette année, à vrai dire, là, que tu viens de lâcher RPM. Là, oui. Ben oui, parce qu'à un moment donné, je suis obligé, je vieillis. Mais comment tu te sens? Comment tu te sens avec ça? Ben moi, je suis en paix, là. Je me sens bien parce que le public reçoit bien cette nouvelle formule de RPM qui a évolué. On en a profité pour la faire évoluer. Puis, mais qui garde les mêmes valeurs. Puis ça, les gens, s'ils s'aperçoivent que les jeunes, entre guillemets, ils sont pas si jeunes que je veux,
Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, oui. On respecte la philosophie qui est chère pour eux, pour les gens qui pour écoutent, RPM, oui, exact, pour le pour public. l'auditoire. Oui. Ben, ça va bien aller, puis c'est exactement ce qui se passe. Tu t'impliques-tu encore dans l'émission? Un peu, oui. Pas beaucoup, mais juste assez pour être à l'arrière de la caméra, donner un petit appui à mes collègues parce que je pense qu'ils l'apprécient. Ils semblent en avoir de besoin. Puis je les comprends. C'est une première année de transition. Puis, mais ça se passe tellement bien. Ils ont une ouverture d'esprit. Ils gardent ça, cette ouverture d'esprit-là. Des fois, on a des bons échanges. J'imagine, là, parce que tu nous as quand même dévoilé que tu étais un gars qui avait une direction. Là, quand tu embarques dans ton train, tu t'en vas sur le chemin. Là. Ouais. Fait que j'imagine que ça vient-tu froisser un peu des fois les... Oui. Oui. Mais en même temps, c'est ton leg. Là, c'est roulé avec Pierre Michaud, on l'a dit tantôt. Là, mais je le dis, j'essaie de le faire avec le plus de respect possible. Oui. Mais quand je suis convaincu qu'il y a quelque chose qui cloche, moi, je joue au public. Oui. Fait que je leur dis. Selon moi, en tout cas, on échange, puis généralement, on trouve un terrain d'entente. Puis je pense que, encore une fois, c'est fait pour le public. C'est le public qui gagne d'avoir accès à cette information-là, qui est pas tripotée par le média pour lequel on travaille. Pourquoi tu penses que le Québec, puis je veux vraiment t'entendre là-dessus, là, parce que quand on passe à RPM, c'est une émission de télé francophone fait au Québec pour les gens du Québec. Puis l'industrie automobile, c'est une industrie guindée d'anglais, là, c'est une industrie anglophone principalement. Ben, puis on s'entend que le marché du Québec aussi, en termes de poids, dans le paysage automobile, on a un certain poids, mais on n'a pas le poids des États-Unis, on n'a pas le poids même du Canada anglais, là, en termes d'achat de voitures. Là, non. Puis pourquoi tu penses que le Québec est si particulier dans le paysage automobile? Puis on a autant besoin d'une émission. Mais c'est culturel. C'est ce qui nous différencie. C'est nous autres. Qu'est-ce que tu veux? On a une approche, une mentalité, une analyse, une passion qui est très différente face à l'automobile par rapport à nos amis anglophones. Ils sont plus froids face à l'automobile. Ils ont une approche moins identitaire, plus analytique, alors que nous, à ta peu, là, tu vas pas me vendre cette guenille-là, c'est pas beau, là. Tu sais, on est passionnés, on aime ça, on est européens, on a cette influence-là, et puis je pense que c'est resté en nous, puis ça va être là pour rester longtemps, là. Tu crois-tu que l'émission, parce que tu sais, l'émission... C'est pour ça qu'on a, excuse-moi, mais c'est pour ça qu'on achète plein de chars qu'eux autres n'achètent pas, là. Ben oui, puis on le voit dans les chiffres de vente, là, il y a plusieurs produits que nous, on achète ici, qu'on est très triste d'ailleurs quand ils s'en vont, parce que souvent nos voisins ne les achètent pas. Exact. Puis on est bien triste parce qu'ils s'en vont, ces produits-là, ça arrive souvent. Tu crois-tu que, parce que l'émission, elle a évolué, là, elle a évolué beaucoup là, depuis que toi, tu es devenu producteur en 2004-5, puis que tu as fait monter ça jusqu'à aujourd'hui, l'importance de l'émission a toujours été là, d'aider les gens, de conseiller les gens. Tu crois-tu qu'aujourd'hui, avec toutes les sources d'informations qu'on a, là, à gauche puis à droite, puis on pourrait te parler des YouTubers, on pourrait te parler des réseaux sociaux, penses-tu que l'émission, elle a encore toujours son importance? Ben, je pense qu'elle a plus son importance qu'avant parce que justement avec l'émergence, l'explosion littéralement des différentes plateformes sur lesquelles les gens peuvent communiquer, les gens s'aperçoivent de la grosse différence de RPM par rapport à tout ça. Tu sais, quand on était plus seul, on était apprécié parce qu'on avait quelque chose d'original. Aujourd'hui, les gens s'aperçoivent que RPM, c'est un peu le Radio-Canada de l'analyse automobile. C'est peut-être prétentieux de dire ça, mais... c'est fort en même temps, mais... Dans le sens journalistique du mot, tu sais. Les gens se rendent compte qu'ailleurs, tout le monde dit la même affaire. Puis je dis pas qu'ils ont pas raison ou qu'ils sont pas bons. Je fais juste dire qu'ailleurs, le monde est donc bien beau. Oui. Hein? Et que le monde est beau. Alors qu'on sait très bien que c'est pas si beau que ça. Alors... il y a ça, tu sais, l'écran de fumée, puis il y a les vraies choses, puis les gens, en général, les consommateurs, les gens en général, savent faire la différence. C'est pas vrai que le monde se fait berner comme ça, les deux yeux fermés. Ben, plus il y a de l'information, plus ça devient dur de trouver de la bonne information aussi. Voilà! Et là, c'est là que RPM prend tout son sens.
Puis c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé à préparer l'équipe de relève pour justement s'assurer que les gens comprennent qu'il n'y avait pas de cassure. On n'abandonnait pas la rigueur qui a toujours été les fondements même de RPM, puis qu'on gardait ces valeurs-là, même si ça a évolué. Comment tu vois aussi RPM, la marque, tu sais, justement, maintenant, être sur le numérique? On fait un podcast aujourd'hui ensemble. Oui, c'est vrai, ça, j'avais oublié ça. Mais tu sais, c'est vrai, on fait un podcast. Tu sais, c'est quand même la marque, elle a évolué, puis peut-être que, là, 20 ans, tu n'aurais jamais pu penser qu'on aurait fait un podcast avec RPM, mettons. Non, c'est sûr que non. Comment tu vois ça, l'évolution d'RPM dans un nouvel univers numérique? Ben, écoute, là, je vais tu sais, faut être honnête. Là. On jase. Moi, je suis pas capable de rien cacher. Depuis le début de la journée, on n'aurait pas dit la vérité va prôner. Fait que, la vérité, c'est que j'ai eu bien de la misère à m'adapter. J'aime ça. C'est vrai. Écoute, là, ça se peut pas. Avec mon fils Simon qui a pris la relève de la boîte de production. Simon Michaud, by the way, je vais te le dire. Simon Michaud, c'est ton fils. Ouais. Je ne suis pas ton fils. Des fois, les gens. Il y a du monde qui pense que t'es mon Samuel Tremblay-Michaud, dans mon nom de famille, mais on n'est pas parents. On n'est pas parents. Je veux juste le dire aussi. Peut-être de la fesse gauche. Peut-être de la fesse gauche. Bien fier d'être Michaud. Par contre, oui, j'espère que oui. Très fier de ça. Oui. Mais l'adaptation n'a pas été facile. C'est ça. Donc, il a beaucoup travaillé sur moi là-dessus, puis il a eu bien de la misère. Puis mes collègues de Montréal, bien sûr, Sylvain Raymond qui s'occupe du numérique, lui, écoute, en tout cas. Puis je parlerai pas des ventes, puis en tout cas, puis heureusement, puis toi qui arrive, qui émerge de là un peu, puis des nouveaux médias sociaux ou le numérique, disons. Vous avez un maudit langage en plus. Mais bon, tout ça pour dire que j'ai eu de la misère à le comprendre. J'ai eu beaucoup de misère à le comprendre, puis il y a des choses que j'accepte pas. Littéralement. Ouais. Puis je suis frustré parce qu'on est obligé de continuer quand même. Mais moi, là, de savoir que tout notre argent qu'on dépense sur le numérique crisse son camp, excuse-moi le mot, aux États, là, ça m'écoeure. Parce que on est, tu sais, c'est injuste. On est supporté par les gouvernements. On a beaucoup de support de toutes sortes pour nous aider à produire. Puis une chance qu'ils sont là, sans ça, on serait même pas là, nous autres. Ouais. Si on n'avait pas les crédits d'impôt, le fédéral, provincial, régional, oublie ça, on serait même pas là. RPM serait pas là. Serait pas là. Mais même là, avec ça, on a de la misère à arriver parce que le monde, il nous quitte pour aller sur le numérique. Puis le numérique, c'est vrai que ça pogne, mais ce que le monde se rend pas compte, puis honnêtement, on peut pas leur reprocher. Tu sais, je veux dire, c'est une structure. Les gens utilisent la plateforme, tu sais, pour communiquer, mais les conséquences sont graves pour notre industrie. Ça, c'est ce que je déteste le plus des médias sociaux. Puis aussi, toute la merde qui peut se dire là-dedans, là. Oui. C'est pas toujours facile. C'est sérieux. Ça n'aurait pas passé il y a 20 ans, ça, là. C'est aujourd'hui, là, on commence à voir des gens qui lèvent la main et qui disent, là, faudrait peut-être essayer de... peut-être que si... Faudrait balancer ça un peu. Puis on parle pas de l'intelligence artificielle, là, ici. On n'est pas là. Hey boy, moi, je suis pas là, en tout cas. Fait que, tu sais, quand je regarde ça, j'ai de la misère. C'est un choc des cultures, mais je sais que j'ai pas le choix. Donc, je le laisse m'apprivoiser. Puis, je me suis dit, ben, garde, moi, évoluer avec ma gang, ils veulent aller vers là. Ben là, c'est moi qui suis maintenant. C'est pas moi qui décide, c'est moi qui suis. Puis, par contre, je suis comme en arrière. Superviseur un peu. Puis j'ai mes crocs qui sont prêts. Mais c'est correct. Puis en même temps, je pense que c'est un passage obligatoire. Tout obligé. C'est un passage obligatoire. Obligé, mais regarde, on fait un podcast, tu m'invites. C'est ironique parce que dans le fond, c'est ton premier. Oui. C'est le premier d'RPM. Oui. Puis c'est moi qui est invité en premier, puis c'est moi qui ai plus juré contre les médias sociaux. Puis je pense que c'est un message fort aussi de dire bienvenue aux gens qui nous écoutent maintenant de nouvelles manières aussi. Ben oui. Tu sais, des gens qui vont peut-être nous découvrir grâce à ce podcast-là. Je le souhaite. Puis c'est pour ça que j'essaye de faire de quoi qui fonctionne aussi avec le podcast puis les réseaux sociaux. Tu sais, j'essaie de faire passer le message que tu nous dis depuis tantôt, à quel point l'effort journalistique, la vérité, d'être ancré sur aider les gens à choisir un bon véhicule au bout de la ligne, c'est la mission, c'est les fondements d'RPM, mais il faut réussir à le véhiculer maintenant avec ces nouveaux canaux-là. Oui. Mais je te comprends que c'est un choc.
clairement un choc qui n'est pas évident. Ouais. Pierre, Puis, il y a des choses, avant de finir, il y a des choses qui sont pas logiques dans ça. Là. Non. Tu comprends? Au niveau économique, là, c'est pas viable. Mais à un moment donné, on va trouver une manière. D'ailleurs, si jamais il y a des gens qui nous écoutent qui ont envie d'envoyer un gros chèque, faites-le. À Pierre Michaud? À Samuel Tremblay-Michaud pour continuer à faire un podcast. Merci Automobile en direct d'y avoir cru, mais on va se le souhaiter tout le monde. Ouais. Pierre, juste avant de fermer ça, effectivement, tu as légué l'émission à Sam et à Luc Olivier. Ouais. Je sais que tu es encore, tu l'as dit, que tu es encore impliqué aussi dans la production de l'émission, puis tu animes encore RPM+, aussi, qui est l'autre émission après RPM. Ouais. Selon toi, il te reste encore combien d'années? Je ne sais pas, ça, c'est la vie qui va le décider. Honnêtement, moi, la retraite, pour moi, c'est un mot qui me horripile. Je trouve que ce mot-là tient pas la route. J'étais écœuré d'entendre parler de le monde de le maudite retraite. Bonne retraite, Pierre! Sacrifice! Écoute, sérieux, là, moi, j'ai envoyé un message à tout le monde. Ça n'existe pas, la retraite. D'ailleurs, un paquet de monde qui ne travaille plus, qui sont à la retraite, comme ils disent, là, qui ne travaillent plus dans ce qu'ils faisaes, sont encore plus occupés qu'avant. Oui. Donc, parce qu'ils continuent à être actifs puis à contribuer à la société. Tu ne vas pas t'asseoir dans un divan après puis fumer un pipe sur le bord du lac et dire, ben là, j'ai fait une bonne job. C'est pas ça l'affaire. C'est pas ça l'affaire. T'sais. Tant que tu es vivant, tant que tu peux contribuer, tant que tu peux faire quelque chose pour la société dans laquelle tu vis, fais-le donc. Puis si ça dure jusqu'à, comme Jeannette Bertrand, 99 ans, peut-être 100 ans, ben pourquoi pas, tabarouette? Tu sais, la vie, il y a juste nous qui se mettons des freins avec ça, là. Fait que la bonne nouvelle, c'est qu'on va encore te voir et on va encore t'entendre, j'espère, peut-être dans un autre épisode du podcast. Ou RPM. Dans une autre vie. Ben, on verra ça, ce bout-là, on tombe dans la spiritualité. Et merci beaucoup, Pierre Michaud, d'avoir pris le temps de nous jaser aujourd'hui. Ça fut vraiment un régal là, de discuter avec toi. Là. On a appris plein de belles choses sur l'émission, puis je pense que c'est des fondements qui sont toujours importants de ramener puis de passer le message. Si vous avez aimé l'entrevue qu'on vient de faire, ben ça tombe bien parce qu'on a encore 11 épisodes à vous présenter dans les prochaines semaines. On a des vedettes, on a des sujets croustillants, bref, une tonne de divertissement pour vous. C'est le fun. Je pense que ça va être une belle saison. Ouais. C'est une première saison aussi. On est toujours ouvert à vos commentaires. Gênez-vous pas de nous écrire dans les différentes plateformes. On veut toujours améliorer la formule puis amener le podcast ailleurs. Je tiens aussi encore à remercier notre partenaire Automobile en direct de nous croire avec cette première saison-là. C'est le fun de croire en ça. Et on vous invite toujours à dire qu'Automobile en direct, ben ton auto, on l'a direct. Et ça, c'est leur slogan. Donc, mon nom est Samuel Tremblay-Michaud. Merci d'avoir été à l'écoute et on se dit à bientôt.